Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Il passe à l'offensive à la veille des journées parlementaires de l'UMP. Jean-François Copé affirme, je cite, qu'un racisme anti-blanc existe dans certains quartiers. L'expression n'est pas nouvelle, elle rappelle un refrain du Front National. Jean-Marie ou Marine Le Pen ne disent pas autre chose. La gauche raille ce soir le perroquet Copé. Mais pour l'UMP, il s'agit d'une situation bien réelle. Alors Jean-François Copé a-t-il brisé un tabou comme il le dit? On en parle lors de notre débat d'éditorialiste du mercredi soir. C'est la faute à l'héritage, tandis que le nombre de chômeurs s'installe au-delà de la barre des 3 millions. Parlementaires, socialistes, ministres et jusqu'au président de la République, tous invoquent aujourd'hui la situation dont ils héritent. Il faut dire qu'après 4 mois d'exercice du pouvoir, ce cap est difficile à assumer, mais le gouvernement héros le promet, dans un an, la courbe du chômage sera inversée. Analyse notre chroniqueur tout à l'heure, Jean-Louis Gombaud. Le train pas cher arrivera bientôt en gare. Nouvelle carte de réduction, TGV low cost. Dans ce contexte de crise, la SNCF veut baisser ses prix pour un service public accessible à tous. Et au-delà, c'est une grande réforme à venir sur le système ferroviaire. Le tout pour nous faire préférer le train. On en parle avec le ministre du Transport, Frédéric Cuvillier. Il est notre invité tout à l'heure. Voilà pour les titres. Merci d'être en notre compagnie. Ce soir, la gauche raille le perroquet Copé. Le Front National crie au plagiat et estime que c'est du copier-coller. La droite parle d'une situation réelle en évoquant un racisme anti-blanc dans certains quartiers. Jean-François Copé dit avoir brisé un tabou. Cette phrase, tirée de son livre-programme Manifeste pour une droite décomplexée, continue de susciter de très nombreuses réactions politiques ce soir. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Griller la priorité, un art dans lequel excelle François Fillon depuis le début de la bataille pour l'UMP. Après l'annonce précoce de sa candidature et le bluff sur le nombre de ses parrainages, ce matin, l'ancien Premier ministre comptait bien de nouveau devancer Jean-François Copé en présentant son programme avant lui. Mais cette fois, le challenger a pris de court le camp adverse en jetant un pavé dans la mare. Dans son manifeste pour une droite décomplexée, un livre à paraître prochainement, il y dénonce le racisme anti-blanc, une expression autrefois utilisée par Jean-Marie Le Pen. Je pense qu'il est un racisme dont on ne parle pas et qui est une grande souffrance pour beaucoup de nos compatriotes dont la peau est blanche et qui vivent dans des quartiers où ils se sentent en réalité presque pointés du doigt dans leur vie quotidienne. Un virage à droite assumé. Il n'y a aucune raison que ces discriminations ne soient pas évoquées comme une réalité. Je considère que le chemin de reconstruction de la droite et du centre droit doit se faire en disant la vérité. En déplaçant le curseur à droite, Jean-François Copé se place dans le sillage de la dernière campagne de Nicolas Sarkozy, des propos qui laissent de marbre l'ancien Premier ministre. Je récuse tous les débats sur la droitisation ou la centralisation de l'UMP. Ça n'est pas en penchant d'un côté ou de l'autre que nous pourrons proposer aux Français un vrai projet de redressement national qu'ils seront en mesure d'accepter. Demain, les deux concurrents se retrouveront aux journées parlementaires de l'UMP à Marc-en-Barreuil. Et puis c'est l'obsession des gouvernements, quel qu'il soit. C'est la priorité numéro 1 des Français et souvent, il faut bien le dire, un motif de sanction aux élections. L'emploi, c'est le principal défi du gouvernement héros, tandis que le nombre de chômeurs a atteint 3 11 000 demandeurs d'emploi. C'est la 16e hausse d'affilée. Le président Hollande invoque, je cite, une situation dont nous héritons. Analyse dans un instant notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Mais d'abord, regardez ce paradoxe. Oui, le chômage ne cesse d'augmenter et oui, il y a encore et toujours de nombreux emplois non pourvus. Les détails avec Julie Hulin. 30 ans que Renato travaille dans la restauration. À la tête d'un resto italien dans le centre de Paris, il emploie aujourd'hui 15 salariés. Seulement depuis quelques années, recruter un serveur est devenu un véritable parcours du combattant. Et le problème, c'est que les jeunes ne veulent plus faire ce métier. Nous avons passé plusieurs annonces et il n'y a personne. Alors, on nous envoie une personne par semaine ou une personne tous les 15 jours ou alors pas du tout. Résultat, pour faire tourner son restaurant, Renato a fini par recruter son personnel à l'étranger.
Parmi eux, Irieta, une Albanaise qui comprend mal la situation française. Il y a plein de chômage, et en même temps il y a plein de travail, mais les gens, on dirait qu'ils n'ont pas beaucoup d'envie de travailler. C'est pas compliqué, il faut remettre les gens au travail. Il faut leur dire maintenant, voilà, il faut aller travailler, il ne faut pas rester comme ça à rien faire et puis à prendre des petits boulots à droite à gauche. Il y a du travail dans la restauration. Actuellement, entre 250 000 et 500 000 offres d'emploi ne trouvent pas preneur en France, faute de main-d'œuvre qualifiée et disponible. Parmi les secteurs les plus touchés, la restauration, les aides à domicile, mais également les ingénieurs informatiques. Des emplois qui souffrent d'un déficit d'image dans un marché du travail où les jeunes sont de plus en plus diplômés. Une équation difficile que le gouvernement devra pourtant résoudre pour tenir sa promesse d'inverser en 1 an la courbe du chômage. Et dans ce contexte difficile, le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg est confronté chaque jour à un plan social. Après le laboratoire Sanofi, la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne près de Rouen, un site menacé de fermeture et qui emploie 550 salariés. On écoute sur ce sujet Arnaud Montebourg. Le gouvernement se bagarre pour convaincre qu'il est nécessaire de reprendre cette raffinerie. Nous ne sommes pas sûrs de réussir, c'est ce que j'ai dit aux travailleurs de Petit-Couronne. Mais si on a la moindre chance, eh bien, il faut la jouer. Je me souviens qu'un certain Nicolas Sarkozy avait dit « Petroplus, c'est réglé ». Eh bien, si c'était réglé, on ne serait pas là. Hein. C'était réglé pour lui pendant les élections, mais ce n'était pas réglé pour les gens qui travaillent ici, qui n'ont toujours pas de solution. Et dans le 22h, direction la Grèce à présent à l'heure de la grève générale et des heurts. Les esprits s'échauffent sur place. Énième journée de mobilisation contre les plans de rigueur et tests également en grandeur nature pour le pouvoir en place. Nous sommes en direct depuis Athènes avec Angélique Koronis, correspondante permanente en Grèce. Angélique, bonsoir. Est-ce que les manifestations et les tensions en Grèce sont comparables avec les violences qu'on a connues hier soir à Madrid lors justement des manifestations contre l'austérité ? Non, pas du tout. C'est d'ailleurs ce qui est très remarquable dans la manifestation d'aujourd'hui. Elle était massive, dynamique. Il y avait, selon la police, 30 000 personnes dans la rue, donc on peut facilement doubler la mise. Mais les violences qui ont eu lieu ont duré très peu de temps, 40 minutes. Elles étaient assez impressionnantes, mais en rien comparable à ce que la Grèce a connu dans le passé et à ce que l'Espagne a connu hier. Donc, est-ce que c'est un incident? Est-ce que c'est la nouvelle ligne que vont adopter les manifestants? Je crois que ça, on va le voir dans les futures manifestations qui ne vont pas manquer d'émailler les semaines qui viennent. En tout cas, il y avait vraiment une très forte participation, des gens de tous les âges qui venaient manifester, des personnes âgées pour leur retraite, des jeunes qui avaient des panneaux et qui disaient « je veux rester en Grèce et vivre en Grèce », en allusion à tous ceux qui partent et qui s'exilent. Mais tous avaient le même mot d'ordre, non à l'austérité, non aux nouvelles mesures de rigueur qui ne vont pas manquer de s'appliquer dans les jours qui viennent. Et Angélique, à chaque fois, bien sûr, c'est un test social pour le pouvoir en place. Le gouvernement de Samaras ne compte pas reculer, apparemment. Non, il ne le compte pas, mais ce n'est pas pour autant qu'il va pouvoir tenir cette position, parce que c'est un gouvernement de coalition, déjà par définition assez fragile, et les deux partis qui forment la coalition, le Parti socialiste et le Parti de la gauche démocratique, ont d'ores et déjà déclaré que certaines mesures qui ont été proposées pour économiser ces 11,5 milliards exigés par les bailleurs de fonds de la Grèce, ils ne seront pas adoptés par leur parti. Donc aujourd'hui, alors que des milliers de Grecs étaient dans la rue, le ministre des Finances a annoncé qu'il avait enfin bouclé le plan d'économie de 11,5 milliards exigé par le FMI et la zone euro. Demain, ce plan d'économie va être proposé à la coalition gouvernementale qui va décider si oui ou non elle va être adoptée. Et dimanche, la Troïka, les bailleurs de fonds de la Grèce, reviennent en Grèce justement pour savoir si le plan va être adopté. Et puis il manque encore 3 milliards, 2 à 3 milliards qu'il faut trouver. Donc rien n'est joué. La Grèce semble être sur la bonne voie du point de vue de ses créanciers, mais ce n'est pas pour autant que la population peut accepter de nouvelles mesures d'austérité. On est à 24% de chômeurs dans la population active, un tiers de la population qui est sous le seuil de la pauvreté. C'est intenable d'appliquer encore des mesures d'austérité. Il faut faire des réformes structurelles, ça tout le monde est d'accord, mais des nouvelles baisses dans les retraites et les salaires qui vont de 8 à 20%,
c'est pas tenable et c'est ce que disaient les gens aujourd'hui dans la rue. Merci beaucoup Angélique Corrini, vous étiez en direct depuis Athènes. Et puis ce sujet à présent qui revient souvent dans l'actualité, le coût de la vie dans les territoires d'outre-mer. François Hollande avait promis d'apporter des solutions au pouvoir d'achat amputé par des prix supérieurs de 30 à 50% à ceux qui sont pratiqués en métropole. Le Sénat a donc été saisi d'un projet de loi examiné aujourd'hui. Les détails avec Marie Brémaud. Les politiques haussent le ton face à une situation économique depuis longtemps décriée dans les dom-toms. En cause, la cherté de la vie. L'économie de marché, ce n'est pas ma tasse de thé. Je suis là pour réguler ce système-là, donc corriger ses imperfections. En l'occurrence, dans les départements d'outre-mer et dans les outre-mer en général, compte tenu de l'exiguïté du marché, la libre concurrence ne fonctionne pas et le devoir des parlementaires c'est de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait un comportement vertueux. Un comportement vertueux des distributeurs, dépositaires de marques et autres intermédiaires afin d'éviter les marges folles. 80% des denrées alimentaires sont importées. Conséquence, les territoires d'outre-mer souffrent d'un manque cruel de concurrence. Le projet de loi met en place un bouclier qualité-prix qui permettrait si nécessaire au préfet d'encadrer les prix de certains produits. Un début, mais il faut aller plus loin. C'est une boîte à outils, mais à mon avis, qui nécessite encore un travail. Et notamment, il faut améliorer la production locale. Si nous améliorons la production locale, c'est sûr que de toute façon, nous serons plus concurrentiels. Pour l'UMP, les surcoûts liés à l'insularité sont irréductibles. Il faut donc prendre le problème par l'autre bout. Il s'agirait de créer les conditions pour que le travail et les investissements garantissent à chacun des revenus suffisants. Dans les territoires ultramarins, le panier de la ménagère est en moyenne 30% supérieur à celui de la métropole, ce qui est loin d'être le cas de tous les salaires. Le 22h, la suite et nos invités sur le plateau, invités politiques et entretiens à suivre dans un instant avec le ministre délégué au transport, Frédéric Cuvillier. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Et Merci. Notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Jean-Louis, malheureusement, ça grimpe. Le cap des 3 millions de chômeurs est déjà derrière nous. Nous l'avons dépassé. Pour le mois d'août, ce sont 23 900 demandeurs d'emploi en plus. Et maintenant, le président Hollande a évoqué une inversion de la courbe du chômage d'ici un an. Hier soir, sur ce plateau, Michel Sapin a réaffirmé cet objectif. Jean-Louis, est-ce qu'il est crédible, cet objectif ? Disons que ça sera difficile, parce que si vous prenez les chiffres de juillet et d'août, en gros, le chômage augmente de 1000 personnes par jour. Donc si on laisse traîner comme ça, le gouvernement essaie de s'attacher justement à ne pas laisser traîner les choses comme ça, la barre des 3,5 millions sera franchie dans 18 mois. Donc s'il y a une mécanique arithmétique toute bête, si les choses continuent ainsi. Alors des mesures ont été prises. D'abord, je pense qu'il est très importante, c'est l'embauche de 2000 contrats à durée indéterminée au Pôle emploi pour s'occuper essentiellement, comme le dit le directeur de Pôle emploi, des gens qui sont les plus éloignés de l'emploi, et ça veut dire surtout les chômeurs de longue durée. Ils sont 1 700 000 à être chômeurs depuis plus d'un an. Les contrats de génération qui vont être négociés avec les syndicats à partir de d'ici à la fin de l'année. On va en faire de l'ordre de 50 000 peut-être l'année prochaine. Les contrats d'avenir qui vont démarrer d'ici à la fin de l'année prochaine, on aura encore 100 000. Mais 150 000, ça fait en gros le nombre de personnes qui vont arriver sur le marché de l'emploi d'ici à 2013. Donc rien qu'avec ces mesures-là, on peut au maximum stabiliser. Or, de l'autre côté, vous avez une croissance molle, on parie de 0,8% pour 2013, qui paraît difficilement atteignable. Aujourd'hui, on est autour de 0, donc des emplois vont être détruits. À partir de là, il est très difficile, on ne voit pas comment la courbe pourrait s'inverser si il n'y a pas une reprise de la croissance économique dans les mois qui viennent. Ça sera la donnée absolument déterminante. Jean-Louis, le gouvernement a tout fait pour dédramatiser ou du moins amortir l'annonce, puisque depuis déjà quelques semaines, le ministre du Travail avait annoncé la couleur. On savait pour ces 3 millions, mais malgré tout, l'impact psychologique de ce cap franchi, politiquement, il est loin d'être négligeable. Il est même très important. Personne ne peut quand même donner la responsabilité des 3 millions de chômeurs à l'équipe qui vient d'arriver au pouvoir. Ça fait 16 mois que le chômage augmente de manière permanente. Donc c'est quelque chose qui est enraciné, quelque chose de bien avant. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a des barres symboliques. C'est la barre des 1 million de chômeurs qui a empêché M. Giscard d'Estaing de franchir la réélection pour un deuxième mandat. C'est la barre des 2 millions de chômeurs qui a chassé M. Mauroy de Matignon en 1983. C'est la barre des 3 millions de chômeurs, les calculs étaient différents à l'époque, sur lesquels M. Bérégovoy a été fracassé et qui a fait revenir la droite. Donc il y a des barres symboliques. Et alors là, on va vers
3 millions 100 peut-être, si on n'inverse pas la courbe. Le problème, cette fois-là, c'est qu'il y a une deuxième barre qu'on veut essayer de franchir, c'est la barre des 3%. C'est-à-dire que vous avez la barre des 3 millions et vous avez la barre des 3%. Passer sous les 3 millions, en passant sous la barre des 3% de déficit budgétaire, ce qui implique de demander de l'ordre de 30 milliards d'euros d'efforts l'année prochaine, c'est-à-dire 3 fois 10, on est toujours sur le 3, oui. Ça, c'est... Aucun économiste ne peut dire que ça n'aura pas d'influence sur la conjoncture économique. Ce qui rend compliqué la chose, c'est pas seulement la barre des 3 millions, c'est la barre également des 3% qu'il faut franchir. Justement, Frédéric Huvillier, sur ce sujet des 3%, dans ce contexte, avec ces chiffres du chômage, est-ce qu'il faut un petit peu desserrer le taux? Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent peut-être qu'on pourrait remettre à plus tard, avec d'autres pays européens, ce déficit, cette réduction à 3%? Il y a une réalité, c'est que économiquement, chaque année, nous consacrons plus de 50 milliards de remboursement des intérêts de la dette. C'est-à-dire que le premier budget en France est celui, non pas du remboursement de la dette, mais du remboursement de la dette. Et donc nous sacrifions aujourd'hui les principaux budgets, l'éducation, l'avenir, la formation professionnelle, pour rembourser une situation dans laquelle le pays s'est engagé de longue date, mais qui a amené à ce que nous soyons dans un déficit que chacun pensait comme une situation dont donc, on pouvait tout à fait c'est un objectif satisfaire. À tenir. C'est un objectif qu'il faut tenir, mais c'est aussi un objectif avec un effort partagé et juste. Et c'est le plus important, parce que les 30 milliards, ils doivent être aussi des 30 milliards, bien sûr d'économie du train de vie de l'État, mais aussi sur des grandes entreprises qui ne paient pas suffisamment, là où des petites entreprises créatrices d'emplois sont aujourd'hui confrontées à des charges. À partir de quand, de quel moment, n'allez-vous plus invoquer l'héritage finalement de Nicolas Sarkozy pour parler de ce chiffre de chômage? À partir de quand vous prendrez en charge, j'allais dire, votre propre gouvernance, les conséquences de vos décisions? Même si on comprend qu'après 4 mois, c'est quoi? Pendant 10 ans, nous avons eu sérénade de l'héritage de la gauche. Je pense que déjà, on considère que le gouvernement est redevable de ce qui, aujourd'hui, s'accumule en mauvaises nouvelles et en tristes réalités. Je pense qu'en effet, la situation est grave, personne ne peut s'en satisfaire, parce que c'est la faiblesse, finalement, de l'État. Et ce sont autant de situations individuelles, de familles confrontées aux difficultés. Et donc, il ne s'agit pas de savoir la responsabilité des uns des autres. Il est une certitude, c'est que lorsque la droite était au pouvoir, c'était la crise qui était responsable de cette situation. À peine avons-nous à assumer cette responsabilité que nous serions nous-mêmes redevables de cette situation. Il y a quand même derrière cette réalité, ce ne sont pas que des mécanismes arithmétiques, des chiffres. Ce sont des réalités et des vies. Et on le rappelle souvent dans nos sujets. Dans l'un des sujets réalisés par notre journaliste Julie Hulin, que nous avons vu tout à l'heure, on apprend que malgré cette situation, il y a des métiers qui embauchent, des secteurs qui embauchent. Est-ce que c'est le cas du vôtre, des transports? Oui, nous avons un certain nombre de métiers qui, aujourd'hui, sont des métiers d'avenir. Des pôles de compétitivité, y compris dans le transport, qui amènent à l'innovation, à la recherche et finalement à des débouchés très nombreux. Et par ailleurs, c'est la vertu des services publics, de ce que nous pouvons offrir au quotidien aux Français, c'est de pouvoir aussi répondre à leurs attentes. C'est le cas pour la SNCF. Selon son président Guillaume Pépy, l'entreprise manque de bras en manutention, dans l'accueil, etc. C'est la demande que j'ai formulée dès les responsabilités qui m'ont été confiées à la tête de ce ministère, de mobiliser toutes les entreprises publiques pour la reconquête de l'emploi. Et de finir, ce sera la première année depuis 10 ans que la SNCF ne diminuera pas en nombre d'emplois. Nous allons en créer et les annonces ont été faites, notamment sur les contrats d'avenir. Il y a eu une polémique. On a appris que l'entreprise publique SNCF délocalisait via IBM une partie de ses activités informatiques de Lille et de Lyon en Tchéquie, en Pologne et en Espagne. Est-ce qu'il n'y a pas un double discours? Oui, on embauche d'un côté, mais on délocalise de l'autre? Oui, j'ai d'ailleurs demandé à Guillaume Pépy d'être vigilant lorsqu'il passe des contrats à des sous-traitants, puisque ce n'est pas la SNCF, mais ce sont des sous-traitants. Mais elle peut changer de sous-traitant. Et que par ailleurs, la relocalisation d'emplois est prévue. Et il faut faire très attention. Il a même été question de quelques emplois, 90 emplois qui sont au Maroc. Savez-vous qu'avec le Maroc, nous avons 3 milliards de contrats qui donnent autant d'emplois à l'industrie ferroviaire française. Donc il faut être très prudent sur la façon dont on aborde les choses. Il n'y a pas de délocalisation, je m'y opposerai.
surtout sur des métiers... Vous vous y opposerez, vous ne savez pas si... Mais il n'y a aujourd'hui, est-ce qu'il n'y en pas a de pas politique de délocalisation de la SNCF et je m'opposerai à des délocalisations d'emplois qui peuvent être des emplois français. Frédéric Huvillier, on va voir plus en détail quelle est la politique justement d'embauche chez la SNCF. On en parle juste après. C'est un sujet regardé de Sophie Normand. La SNCF se porte bien. L'entreprise publique escompte même une progression de son chiffre d'affaires de 3,5% par an au cours des 5 prochains exercices. Côté ressources humaines, elle dit avoir réussi à stabiliser ses effectifs pour la première fois depuis plusieurs années et en profite pour annoncer un recrutement massif d'ici à 2017, plus de 40 000 personnes, 10 000 dès 2012. Un recrutement qui, selon les syndicats, concernerait davantage les filiales que la maison mère de la SNCF. C'est 10 000 sur le périmètre du groupe SNCF, c'est-à-dire l'EPIC SNCF, et c'est 920 et quelques filiales. Pour l'EPIC SNCF, au jour d'aujourd'hui, ne sont annoncés que 5 300 recrutements pour 6 900 départs. L'autre interrogation des syndicats concerne le statut très particulier des futurs cheminots qui seront recrutés. Aujourd'hui, on a une politique d'entreprise qui fait que tous les recrutements, ce ne sont pas des recrutements au statut. Ce ne sont pas des recrutements du cadre au cadre permanent. On a de plus en plus de recrutements en tant que contractuels. Et la CGT de rappeler que les cheminots pèsent de moins en moins lourd dans la masse salariale du groupe. Les effectifs ont chuté de près de 30% depuis 2007. De son côté, contacté, la SNCF n'a pas voulu donner suite. Frédéric Huvillier, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes. On a entendu les cheminots. Je ne vais pas dire est-ce que vous avez à l'œil, ça ne se fait pas à la SNCF, mais vous avez un droit de regard évidemment sur cette entreprise publique. L'inquiétude est dans le domaine du transport. J'ai hérité d'un ministère dont la première annonce subie a été les 5000 suppressions d'emplois dont j'ai hérité à Air France. Il y a beaucoup d'héritage. Hein. SeaFrance, avec 1500 emplois supprimés, que nous avons sauvés. Novatrans, aujourd'hui, la reprise a été annoncée. Et puis la SNCF, où il faut à la fois préparer une réforme, mais également faire en sorte que les vertus mêmes du service public puissent être le quotidien et la réponse aux usagers. Donc il y a une politique offensive de la part du gouvernement demandant une mobilisation générale sur le front de l'emploi. C'est notre démarche et notre feuille de route. Alors, sur la loi, sur le service minimum, la loi sur le service minimum, c'est un des textes emblématiques du quinquennat Sarkozy. Est-ce que c'est confirmé? Vous n'y toucherez pas? Oh, vous savez, j'ai entendu beaucoup de choses, tant de rumeurs. Il y en a qui s'accumulent. Il n'a jamais été question pour nous de remettre en cause le fameux service minimum. D'ailleurs, il serait bon de quitter cette terminologie. Il ne s'agit pas d'un service minimum, il s'agit d'une annonce... Laissons la sémantique de côté, mais... Oui, mais elle est importante. C'est important. Il n'y aura pas d'aménagement de certaines modalités, ni pour la RATP, ni SNCF, ni transport aérien. Il faudra améliorer cette disposition, ces dispositions de la loi Diard. Pourquoi? Parce que la loi Diard traite de l'urgence, elle traite de la grève. Or, ce que nous voulons précisément, et mes premières rencontres ont été celles avec les innombrables organisations syndicales dans le domaine du transport, ça a été de dire comment peut-on se prémunir de ce type de situation, de crise. Comment peut-on les prévenir? Anticiper. Anticiper par des cadres de dialogue. Et vous avez selon remarqué... vos termes, améliorer cette loi. Nous allons l'améliorer parce que ce volet de dialogue social dans les entreprises est inexistant. Et précisément, lorsque le gouvernement a fait de la conférence sociale c'est une loi qui la a prouvé son priorité, efficacité. Aujourd'hui, ce qui est efficace, c'est qu'il y ait un dialogue dans l'entreprise et qu'il y ait une progression par ce dialogue social. Jean-Louis Gombaud. Ma question porte sur le statut de la SNCF. Vous savez que la Commission européenne souhaite remettre en cause le statut EPIC, on peut dire statut d'entreprise publique, en tout cas qu'elle le conteste. Est-ce que vous pouvez envisager, pour vous conformer à la décision de la Commission de Bruxelles qui va être finalisée, de transformer la SNCF en société anonyme comme ça a été fait pour la Poste ou comme ça a été fait pour EDF? J'ai rencontré le commissaire Kallas, commissaire au transport, il y a quelques jours. À aucun moment, le commissaire Kallas ne m'a évoqué cette ambition de la Commission qui serait finalement de priver les États de leur rôle d'organisation. Vous savez que la Commission estime que ce statut protège la SNCF de la concurrence. Aujourd'hui, c'est à démontrer, puisque vous savez bien qu'il y a une partition nécessaire entre les fonctions et les différents métiers.
et qu'il n'y a pas, contrairement à ce qui peut être avancé, de situation dominante. La vraie question, c'est de savoir comment peut-on aménager le ferroviaire. Le ferroviaire est à bout de souffle. Non pas sur ces questions organisationnelles, si la Commission estime que c'est l'enjeu du sujet. Une très grande réforme. C'est une grande réforme. Une grande ambition. Pour répondre à la préoccupation des citoyens. Au-delà d'un quinquennat d'ailleurs. Peut-être, mais on s'y attelle. Ce pourquoi, dès les premières semaines, c'est de répondre à l'intérêt des usagers. C'est quoi? Un service de qualité, un aménagement du territoire, une transition y compris énergétique sur le mode de transport utilisé, et de pouvoir être en réponse à l'efficacité des territoires. Merci beaucoup Frédéric Cuvillier d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci Jean-Louis. La suite du 22h dans un instant, notre débat d'éditorialiste avec Laurent Geoffrin du Nouvel Observateur, François Dorcival de Valeurs Actuelles et le dessinateur pour Rue 89, Hervé Baudry. Nous évoquerons notamment la phrase de Jean-François Copé sur le racisme anti-blanc. D'ailleurs, votre réaction? Je trouve que ça ne grandit absolument pas le débat public. Je trouve absolument délétère ce type de propos qui ne fait que nourrir des formes d'exclusion. Ça ne grandit ni le personnage ni le débat public. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info de Mounir Soussi. Les policiers pourront à nouveau retenir les clandestins plus de 4 heures dans leurs locaux. Manuel Valls doit présenter vendredi un texte autorisant les forces de l'ordre à garder les sans-papiers au moins 16 heures afin d'engager les procédures d'expulsion. Ce dispositif remplacera la garde à vue rendue illégale pour ces cas précis cet été par une décision de justice. Assiste-t-on au début d'un couac autour de la réforme des collectivités? Alors que le Sénat mène des états généraux sur tout le territoire pour associer les élus au projet de loi sur la réforme de l'État et de la décentralisation, Maryse Lebranchu annonçait hier que le texte de loi était déjà prêt. Bien qu'elle admette avoir commis une maladresse, elle assure que les propositions des élus seraient prises en compte, mais cette précipitation passe mal au Palais du Luxembourg. C'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Je m'élève contre les propos de Maryse Lebranchu. Pour le reste, laissons parler les élus locaux, entendons-les et faisons nos propositions, nous, au gouvernement, et pas l'inverse. Les conclusions des États généraux seront présentées les 4 et 5 octobre à la Sorbonne. Le Sénat assure un futur aux emplois d'avenir. L'engagement numéro 34 du programme de François Hollande a été adopté hier soir. Quelques élus UMP comme Jean-Pierre Raffarin ou Fabienne Keller ont apporté leur voix au texte. À noter l'abstention des communistes. L'exécutif veut aller vite. Les premiers contrats pourraient être signés dès le 2 novembre prochain. Le gouvernement vise l'embauche de 150 000 jeunes de 16 à 25 ans d'ici 2014. Les avocats de Dominique Strauss-Kahn jouent leur va-tout. Ils ont demandé aujourd'hui devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai l'annulation des poursuites contre leurs clients soupçonnés de proxénétisme aggravé en bande organisée. Le parquet a requis le rejet de ces requêtes. La cour rendra sa décision le 28 novembre prochain. Dans le dessin du jour, le vaudeville chez les Verts n'échappe pas au crayon de Mouget du Canard enchaîné. Les portes claquent, Daniel Cohn-Bendit prend encore une fois le large et en bons écologistes, les cadres du parti se demandent comment transformer ces mouvements d'humeur en énergie verte. Le débat d'éditorialiste du mercredi soir avec nos invités, François Dorcival de Valeurs Actuelles. Bonsoir François. Bonsoir Sonia. Laurent Geoffrin du Nouvel Observateur. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Et le caricaturiste chez Rue 89, Hervé Baudry. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Moi de même. Et on commence par cette phrase. Un racisme anti-blanc se développe dans les quartiers de nos villes où des individus, dont certains de nationalité française, méprisent des Français qualifiés de Gaulois au prétexte qu'ils n'ont pas la même religion, la même couleur de peau ou les mêmes origines qu'eux. C'est la phrase de Jean-François Copé tirée de son livre Programme Manifeste pour une droite décomplexée. Cette phrase a suscité de nombreuses réactions politiques. Le FN crie au plagiat, la gauche raille le perroquet Copé. La droite, sans reprendre l'expression racisme anti-blanc, évoque une situation bien réelle. On va en parler tout de suite avec nos invités. Mais d'abord, je vous propose d'écouter une phrase, celle cette fois-ci de Jean-Marie Le Pen en 2003 lors d'un débat avec un certain Nicolas Sarkozy. Écoutez. Et vous avez parlé du racisme anti-musulman, du racisme anti-juif, du racisme anti-noir. Il n'y a qu'une seule forme de racisme dont vous n'avez pas parlé et qui est malheureusement pratiquée chez nous, c'est le racisme anti-français. Celui dont se sentent victimes des millions de nos compatriotes. Laurent Geoffrin, c'était en 2003.
C'est la même phrase, mot pour mot. Ben oui, c'est un copier-coller. Hein. C'est un clin d'œil un peu grossier adressé au Front National et à ses électeurs. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des heurts entre des gens différents dans les quartiers, bien sûr. Mais c'est la formule qui compte, c'est le signal, c'est le vocabulaire. On fait un clin d'œil appuyé comme ça. Je trouve ça dangereux. Est-ce que l'UMP se rapproche du Front National, oui ou non? Pendant la campagne, oui. Hein, vous vous souvenez du dernier clip de Nicolas Sarkozy, c'était un panneau de douane où il y avait des inscriptions en arabe. Donc on voit très bien ce qu'on veut faire. Et donc il y a une droitisation de la droite. Bon, c'est son choix, hein, mais il faut le savoir, il faut comprendre. Parce que le racisme en France existe, mais massivement, ce sont les minorités qui en sont les victimes. Il y a des cas d'hostilité à l'égard des Gaulois, comme on dit. D'ailleurs, il y a une erreur dans ce que dit Copé. Le mot Gaulois n'est pas forcément péjoratif. Ça désigne des gens qui ne sont pas d'une minorité ou d'une autre. Mais on sent bien qu'il y a une volonté, dans cette campagne interne à l'UMP, de flatter les penchants les plus droitiers de la base du parti. Voilà. Ouais, François Dorcel, c'est ce qu'on lit. L'UMP se radicalise pour plaire à ses militants. C'est le cas ? De toute façon, il y a une compétition jusqu'au 18 novembre entre François Fillon et Jean-François Copé. Donc, cette compétition, elle se fait sur le terrain des militants. Ce sont eux qui vont voter. À partir de là, nous savions très bien que la ligne suivie par Jean-François Copé serait une ligne de droite assez radicale, assez dure. Et naturellement, elle ne peut que entraîner François Fillon sur ce même chemin. C'est là-dessus que se fera la départition. Il n'entend pas se laisser enfermer. Ce soir, il dit qu'il n'est pas choqué par l'expression. Mais oui, parce que, en fait, qui extrait cette phrase de ce manifeste, de cet ouvrage de Jean-François Copé? Qui la met en valeur pour le mettre en contradiction, pour créer une forte polémique, etc. Ça commence bien. Il y a beaucoup de choses. On a un beau dessin, ça commence fort ce soir. Il y a beaucoup de choses qui, dans le Jean-François Copé, disent toutes sortes d'affirmations sur les valeurs et qui ne sont pas seulement réductibles à cette affaire de racisme anti-blanc. La question est de savoir si le mot racisme doit être réservé à une catégorie. Quand on dit racisme anti-jeune, est-ce qu'on doit dire racisme anti-jeune? Quand on dit racisme anti-femme, tout ça ce sont des expressions. Bon, celle-là a sa réalité. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une compétition entre Fillon et Copé. Point. Ça ne justifie pas l'emploi du vocabulaire du Front National. Ça ne justifie pas non plus. On peut dire des choses sans reprendre exactement les mêmes mots. On peut faire attention de se distinguer. Certes, voilà. Alors il ne faut pas dire blanc, il faut dire français, il faut dire indigène, il faut dire gaulois, racisme anti-blanc, il faut dire... non mais c'est comme les gens qui disent, moi je suis pour le travail, je suis pour la famille, je suis pour la patrie, donc travail, famille, patrie. Oui, ça veut dire quelque chose. Oui, c'est épouvantable ça. Mais c'est la même tactique. Ça consiste à reprendre la même locution. Je crois que ce sont des polémiques assez artificielles.